Comment ça va, Pomme? Ça va super bien. Je t'appelle Claire, je t'appelle Pomme, oui, je t'appelle Mumu. J'ai plusieurs personnalités. Ça va super bien, franchement. J'ai passé le dernier mois à faire tous les trucs stressants qu'on fait juste avant de sortir un album. Et là, j'ai fini. Donc, je vais commencer à kiffer un peu, je pense. On parlait juste avant de cette conversation de la pochette. Oui. Avec ta tête en champignon. Ouais. Ce mot consolation. Et le fait que tu aies réussi à déléguer au moins un truc. Oui. Et c'est ce qui m'intéresse, moi, dans ton travail. C'est qu'il y a plein d'artistes qui ne savent pas pourquoi ils veulent tout contrôler. Toi, tu sais pourquoi tu veux tout contrôler. Moi, je viens d'une période de ma vie où j'ai rien pu contrôler, qui s'appelle mon premier album, qui s'appelait À peu près. Et en sortant de là, j'avoue que j'ai eu un petit pic de contrôle freakness, en mode, OK, maintenant, je crois que j'ai besoin de contrôler absolument tout parce que j'ai tellement pas eu le contrôle et j'ai tellement fait des compromis qui m'ont finalement pas rendue super heureuse sur le premier album que je suis devenue un peu accro même, d'une manière peut-être un peu abusive, à l'idée de choisir tout ce que je voulais et d'être libre à 100% et de faire aucun compromis artistique. Et c'est vrai que les failles, ça a été ça. Et je pense que maintenant que j'ai fait les failles, quand même, j'ai un petit peu plus de facilité à faire confiance. Mais sur les failles, c'était que contrôler tout, l'image, écrire, composer, co-réaliser et vouloir absolument être dans le contrôle. J'ai frappé à ta porte sans te prévenir. À l'âge des amours mortes, t'as su me cueillir dans tes bras pour me guérir. Mais je le suis encore vachement, juste j'y travaille et je pense que je me sens un tout petit peu plus assise sur quelque chose de solide, mon cul, qu'avant. Mais non, genre en vrai, je le suis moins que quand je suis venue par exemple la dernière fois. Tu retiens un fou rire. Mais je suis toujours quand même dans le contrôle. Juste, j'ai l'impression d'avoir plus confiance en moi et donc d'avoir moins besoin de contrôler. Et donc oui, j'ai délégué certains trucs évidemment, mais en même temps, sur consolation, je suis devenue productrice de ma musique. Donc tu vois, à la fois, j'ai lâché des trucs et j'en ai récupéré d'autres, quoi. Ça veut dire quoi être productrice de ta musique? Ça veut dire que j'ai changé de contrat avec mon label et qu'au lieu d'être en contrat d'artiste où c'est le label qui injecte l'argent, bah là c'est mon argent qui est injecté dans mon disque. Et donc, à terme, je suis propriétaire de ma musique. Et ça, c'est un truc qui est assez important pour moi, justement, qui fait partie de ce cheminement de contrôle mais aussi de réappropriation de ma musique. Et en même temps, je reste avec le même label parce que on a tellement vécu des trucs forts sur les failles, on a bien travaillé ensemble. Donc j'ai pas envie j'ai envie d'avoir accès à certains trucs et de contrôler certains trucs. Et à la fois, j'ai besoin de gens pour m'aider aussi. J'ai besoin de gens pour faire la promo de ma musique, pour distribuer mon album. Donc voilà, du coup, je m'indépendantise, je vais vers ça, mais tout en restant toujours avec les mêmes personnes depuis 6 ans. Il y en a beaucoup des productrices dans le milieu de la musique? Je pense qu'il y en a quelques-unes. Je sais qu'Angèle, par exemple, elle est productrice de sa musique. Camélia Jordana, elle est productrice de sa musique. Je pense que de plus en plus, les artistes signent des contrats de licence ou même de distribution, qui est vraiment l'étape au-dessus où ton label est juste un distributeur. Parce que en contrat d'artiste, on n'a pas forcément la liberté qu'on a. En fait, ça va, c'est logique, mais quand on paye pour produire un album, la personne qui paye possède l'album. Et donc, c'est elle qui décide un peu au final. Donc, si c'est toi ou si c'est ton label, ça n'a pas du tout le même impact sur ta musique, sur comment tu évolues avec ta musique et tout. Donc, je pense qu'il y en a de plus en plus. Moi, je connais peu d'artistes qui, aujourd'hui, signeraient un contrat d'artiste. Mais moi, j'ai signé un contrat d'artiste en 2015. Donc, j'avais 19 ans et je voulais juste signer un contrat. Et je m'en foutais un peu de la... Disons que c'était beaucoup plus à la mode de signer un contrat d'artiste en 2015 que maintenant, en 2022, où les gens, ils sont en mode « Attends, moi, je veux pas... que tout le monde contrôle tout à ma place. Et en fait, je peux très bien payer moi-même mes trucs parce qu'aujourd'hui, c'est abordable d'aller dans un studio et d'enregistrer des trucs. » Parce que toi, tu as aussi parlé de tout un système. Ouais. Qui était un système qui était souvent organisé autour des filles, autour des femmes. Je me suis entretenu avec une chanteuse qui est Iliona, qui nous racontait comment elle a été vue dans l'industrie musicale, comment est-ce que des fois des garçons plus âgés peuvent venir manipuler des filles plus jeunes, peuvent avoir des attitudes complètement problématiques avec des filles. Tu en as parlé aussi. Ouais. Tu as osé lever le tabou dessus.
Et je trouve que tu avais dit quelque chose d'assez frappant qui m'est resté en tête. C'est que la fois où tu étais venu sur le plateau de Click, moi, j'avais affaire à une artiste. Et toi, tu disais, en fait, il y a un jeu qui s'immisce dans ce système où on te dit soit on va te parler comme une adulte ou soit on va te traiter comme une enfant. Et j'ai trouvé ça assez puissant, en fait. Ça m'est resté en tête, ce traitement-là. Bah, il y a toute une question de jeu de pouvoir, en effet, et de... Moi, j'essaye, je crois, depuis que je suis arrivée dans cette industrie hyper jeune, beaucoup trop jeune, de me mettre sur le même pied d'égalité que la personne avec laquelle je converse. C'est-à-dire que je sois en train de parler à un patron de label ou à un ou une attachée de presse ou bien à un artiste connu, pas connu, j'essaye de considérer toutes ces personnes-là à la même hauteur que la mienne, c'est-à-dire ni plus haut ni plus bas. Et en fait, ça marche pas du tout comme ça. Dans l'industrie de la musique, il y a une hiérarchie, comme dans la plupart des milieux. Et comme il y a une hiérarchie, eh ben, il y a des codes. Et moi, j'ai jamais ni compris, ni voulu respecter vraiment ces codes parce que je suis pas du tout comme ça dans la vraie vie. Et en fait, j'ai pas vraiment... Même si j'ai un nom de scène qui est Pomme, qui est en fait issu de mon nom de famille, j'ai aucun personnage. Enfin, j'ai pas vraiment de protection, ce qui est à la fois dangereux et à la fois... ça me sauve parce que en fait, je me demande pas comment je dois agir. Je me dis juste, j'arrive dans un endroit et mes chansons, elles parlent de moi. Et moi, c'est moi, en fait. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. Mais ce truc d'infantiliser une artiste, en fait. Ah moi, ça m'est arrivé 1000 fois. Ça m'arrive. Mais moi, le problème, c'est que je suis arrivée... Ilyona, je sais qu'elle est très jeune, mais moi, je suis arrivée même plus jeune, genre à 16 ans. Donc, bien sûr que j'ai été infantilisée, mais à la fois, j'ai été infantilisée et à la fois, parfois, j'ai été traitée comme une adulte alors que je l'étais pas. En tout cas, c'est comme si d'un coup, dans ce milieu, il y avait plus d'âge et qu'on fait plus attention à l'âge, peu importe l'âge qu'une personne a. Mais je pouvais pas, à 16 ans, en tout cas, avoir autant de maturité que quelqu'un qui en avait 35. Il y a un moment qui te marque où tu te dis non, mais là, j'étais pas adulte, en fait. Pourquoi vous m'avez fait ça? Ben oui, toutes mes premières années où j'étais au lycée et où je faisais des allers-retours entre Paris et Lyon. J'étais à Lyon et je faisais des rendez-vous avec des labels, avec Universal. Je faisais des maquettes, je me souviens, en studio. Et au début du processus de mon premier album, j'avais 16-17 ans, 17 peut-être plus. Et en fait, je recevais des chansons de gens qui écrivaient des chansons pour moi et je les chantais en studio. Et il y avait très peu de ces chansons qui me ressemblaient vraiment. Et en fait, je chantais des chansons d'auteurs-compositeurs hommes, que des hommes de genre 35 à 40 ans qui projetaient des trucs sur moi parce que je les connaissais pas. Et je me souviens avec le recul de me dire, mais déjà, première chose, pourquoi en fait on me laisse pas chanter mes propres chansons, ce que j'ai fait après sur Les Failles. Et deuxième chose, c'est hyper bizarre d'avoir 17 ans et de chanter des chansons de monsieur de 38 ans qui écrivent des chansons pour moi à partir d'une vidéo ou d'une photo de moi en live. Enfin, je suis pas dupe et même les fleurs de ma jupe s'envolent haut quand tu craches tes mots. Tout ce processus-là, il était hyper inadapté, il était étrange et avec le recul, j'aurais peut-être préféré qu'on me laisse plus de temps et sortir un premier album où j'ai écrit toutes les chansons et composé toutes les chansons, mais le sortir à 20 ans, plutôt que de commencer le processus à 17 ans et de dire il faut absolument que tu sortes un truc, donc on va te mettre des mots dans la bouche qui sont pas les tiens et qui sont des projections, et en fait, ça peut être dangereux, ça dépend. Après, voilà, il y a rien eu de choquant dans mon cas, mais... On a essayé de t'hypersexualiser ? Ben oui, quand je suis arrivée dans mon label, c'était pas forcément les gens dans mon label, mais bien sûr qu'au début, moi je me souviens qu'au début, par exemple, juste mon apparence était un sujet. Et je pense que quand on est une fille, et même quand on est un garçon, globalement quand on est un être humain, mais encore plus quand on est une femme, et moi c'est l'expérience que j'ai parce que je suis une femme, on est énormément réduite à son apparence. Et en fait, c'est comme si... Moi je me souviens d'être arrivée et de me dire, mais... Au final, c'est comme quand j'avais 8 ans et que j'ai passé un casting pour jouer dans un film, sauf que c'est pas du tout censé être la même chose, parce que là, on parle pas de mon jeu d'actrice ou de mon apparence, on parle de ma musique. Et oui, il y a... c'est simple. En France, une chanteuse ou un chanteur
qui sort des codes de beauté et qui passe à la télé, par exemple, il y en a très très peu, en fait. Ça n'existe presque pas. Et donc, forcément, moi qui rentrais dans les standards de beauté modelés de l'industrie de la musique et de la société, c'était un atout pour les maisons de disques. Donc, il fallait que je sois coiffée d'une certaine manière, maquillée d'une certaine manière. Mais après, j'ai eu la chance En fait, j'ai eu la chance et la malchance, qui est un paradoxe, que mon premier album ne marche pas vraiment. Et comme c'était sur ce premier album que mon label m'avait poussé à faire ces choix-là, on a eu une espèce de conclusion qui était en fait, ça n'a pas marché de m'habiller en poupée et de mettre du rouge à lèvres et de chanter des chansons qui ne sont pas les miennes et d'être habillée d'une manière qui ne me ressemble pas, d'être hyper féminine et peut-être sexualisée du coup. Ça marche pas. Clairement, moi, ça me rend ni heureuse et ça fait pas vendre de disques non plus. Donc, j'ai cette chance-là. Qu'est-ce qui t'a fait accepter de chanter des choses qui n'étaient pas toi? Au fond de toi, est-ce que tu y repenses? Je pense que j'étais extrêmement jeune et que j'avais pas du tout la confiance en moi de me dire mes chansons, elles sont aussi bien que celles-là, voire mieux. Je me disais, ces gens-là, ces messieurs de 38 ans, que je salue d'ailleurs, parce qu'ils sont tous très gentils, mais le concept est quand même bizarre. Ils ont 38 ans, ils sont des hommes et ils ont l'habitude d'écrire des chansons pour d'autres gens. Ils ont écrit parfois des chansons qui sont devenues connues et tout. Donc en fait, c'est des critères qui sont, à mes yeux, aujourd'hui, en tant que femme de 25 ans, qui ne valent rien. Mais à l'époque, à 17-18 ans, quelqu'un qui a déjà de l'expérience, qui est un homme, qui est plus vieux que moi, a forcément raison, quoi. Et je pense que oui, dans la manière dont on est traité dans l'industrie de la musique, qu'on soit infantilisé ou sexualisé, ce qui est un peu l'inverse au final, il n'y a pas d'équilibre, quoi. Il n'y a pas de juste, OK, tu es une jeune femme de 20 ans, de 21 ans, de 22 ans, et tu as envie de faire de la musique, tu écris tes chansons, tu as envie de t'habiller comme tu veux, tu as envie d'avoir le discours que tu veux, et tu as envie que surtout, le sujet principal soit ta musique. C'était ça, en fait, surtout. Parce que la musique, en fait, toi, t'en fais depuis que t'es quasiment bébé. Bah ouais. T'as commencé dans une chorale. Ouais. À Lyon. Ouais. Après, t'as fait plusieurs instruments. T'as même fait du jonglage. Oui, du cirque. 5 ans de jonglage. Ouais, 4 ans de cirque. Explique-moi. 5 ans de jonglage. J'ai pas d'explication, j'ai pas de... Non mais... Tu veux que je t'explique le jonglage, le cirque? Non, mais j'ai été un enfant inscrit à beaucoup d'activités. Un petit enfant privilégié de la banlieue lyonnaise. Et j'avais besoin de faire plein de trucs. J'avais besoin de faire de la musique, de la chorale. Ça, c'était vraiment une envie, un besoin viscéral. Mais j'aimais bien, en fait, le cirque. J'en ai fait aussi parce qu'il y avait un côté spectacle. Et que je savais qu'il y avait un spectacle à la fin de l'année. On jouait même dans un chapiteau et tout. Et j'aimais bien cette idée de représentation et de préparer quelque chose dans l'ombre. En fait, je crois qu'un des trucs qui m'excite le plus, même dans ma vie d'adulte, c'est là, par exemple, je vais sortir un album. Toute la préparation où personne sait vraiment. Et le jour où tu dévoiles pour la première fois, je sais pas, même une pochette, une chanson, un clip, il y a ce truc, moi, qui me crée une émotion que je retrouve nulle part ailleurs. Et je pense que dans le cirque, il y avait ce truc-là de... Parce que moi, je te le dis direct, moi, j'ai un respect de ouf pour les artistes qui font du cirque. Ah ouais? Parce que c'est à la fois des athlètes, des artistes, ils mettent toute leur vie en jeu. Et c'est des modes de vie, on n'a pas idée à quel point c'est des modes de vie complètement fous, en fait. Bah oui. Moi, je n'ai pas suivi ce cheminement professionnel. J'en ai fait quand j'étais enfant. Donc, je suis restée au stade du jonglage monocycle. J'avoue, je faisais du monocycle. Ça, c'est un aveu que je vous fais parce que, franchement, je ne l'ai pas dit souvent. Mais pas dans la rue, juste dans le cadre du spectacle de cirque. Tu monocycles à l'occasion, quoi. Ah non, plus jamais. Plus jamais? Non, plus jamais. Même tu ne dis pas, tiens, je vais voler un Vélib, je vais le transformer? Non, quand je vois des gens faire du monocycle adulte, j'ai un truc où... C'est horrible parce que j'en ai fait, je suis en mode... Non, genre vraiment, je sais pas pourquoi. Et à la fois, je me dis, les gens, ils savent pas, mais j'en ai... Enfin, tu vois, j'ai un rapport bizarre avec le monocycle. Parce que pour toi, c'est pas des vrais monocycleurs comme tu l'étais? Si, c'est juste que je comprends pas pourquoi les gens, ils se déplacent vraiment en monocycle dans la vie du quotidien. Je comprends la performance de faire des trucs de ouf et tout sur une scène, justement dans le cadre d'une représentation et d'un spectacle de cirque. Mais les gens qui font du monocycle pour se déplacer d'un endroit à un autre, c'est juste parce qu'ils veulent être regardés, tu vois. Ils veulent que les gens fassent genre « Waouh, il fait du monocycle !» Et ouais, c'est ça. Donc, au fond de toi, tu dis « Moi, j'étais deep dans le monocycle. » J'étais un peu cette personne-là, tu vois, mais enfant. Et non, ouais, j'ai fait 4 ans de cirque. Je faisais aussi je faisais le petit funambule aussi, le petit fil. Mais il y a un truc T'as marché sur le fil et tout? Ouais. Il y a un truc qui est dangereux dans le cirque, il y a un truc qui est dangereux et beau. Et il y a un truc qui est à la fois un peu théâtral. En fait, c'est un peu tout ce que j'aime dans la vie. Je crois que ça réunit un peu tout ce que j'aime. Et pour mon clip, qui sort aujourd'hui, du coup, eh bien, je me suis remis un peu en circassienne pour la première fois de ma vie depuis que j'ai fait du cirque à 8 ans.
Je te parle du cirque parce qu'il y a aussi dans le cirque ce côté de famille qu'on se crée. Et toi, j'ai le sentiment qu'entre Les Failles et Consolation, tu avais ce besoin de te créer une famille. Tu es arrivé sur Les Failles très seul. C'est vrai. Pas très en confiance, avec des gens qui croyaient à moitié en réalité autour de toi. Et avec le succès, tu as, à l'inverse de plein d'artistes, pris du recul pour te créer ta famille à toi et rapprocher ta garde, en fait. Ouais, j'ai pas beaucoup d'amis dans l'industrie de la musique en France. Et j'ai des amis très proches qui font de la musique, mais qui sont pas forcément des artistes qu'on voit dans les médias. Je suis très amie avec Angèle, ça c'est pas un secret. Et Camélia aussi, dont je suis assez proche. Mais en fait, ce fantasme de la famille dans l'industrie de la musique en France, moi, je l'ai un peu... je l'ai rêvé et puis je l'ai déconstruit. Parce que je me suis rendu compte que c'était hyper dur de... Déjà, premièrement, la musique que je fais en France, comment expliquer ? Il y a peu d'artistes, en fait, à qui je peux m'identifier, en vrai, qui sont encore vivants ou qui sont de ma génération. Parce que j'ai l'impression que je suis beaucoup plus inspirée par des trucs genre de folk américaine, des trucs anglophones, ou alors genre des artistes morts français. Barbara, qui n'est plus de ce monde malheureusement, et à qui j'ai dédié une chanson sur mon album. Et du coup, ouais, j'ai eu vraiment ce besoin de me créer une famille, mais je me suis rendu compte que j'allais pas la trouver forcément dans l'industrie de la musique, dans ce truc de fantasme que je m'étais fait en mode on va être 10 amis et on va être tout le temps ensemble et on va faire des projets ensemble. J'ai trouvé cette famille dans différents petits endroits, à différents niveaux, un peu au Québec, un peu en France. Et globalement, voilà, c'est pas exactement comme je me l'étais imaginé. Mais c'est vrai que mes quelques amis en France, à Paris, qui font de la musique, c'est vraiment mes amis très proches et c'est très précieux pour moi. Tu as des gens autour de toi qui peuvent comprendre ce que tu dis dans l'album, à savoir, tout le monde croit que je vais bien, après 20 ans de carrière, même si pour moi, tu as 20 ans de carrière, vu que tu as commencé extrêmement jeune. Ça y est, enfin, il y a quelque chose qui marche, mais ça va toujours pas. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui peuvent le comprendre ? Ouais, je pense que même les gens qui font pas de musique, que les gens fassent de la musique ou pas, qu'ils soient artistes ou pas, ils peuvent comprendre que, en fait, l'album, ce qu'il raconte, c'est que, oui, Les Failles, ça m'a aidé à comprendre plein de trucs et ça m'a aidé à accepter toutes ces choses-là dont je parle, l'anxiété, la peur de la mort, le jugement et tout. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais après avec ça, tu vois ? Une fois que tu as capté que c'est pas grave, que c'est OK, bah, quand tu ouvres ta porte et que tu sors de chez toi, tu te rends compte que tu vis pas forcément dans une société qui l'accepte et tu vis pas dans une société facile. Il y a eu quand même une pandémie qui nous est passée sur la tronche. Donc les gens, ils comprennent. Les gens, ils sont pas en mode succès égale bonheur la plupart du temps. D'ailleurs, les gens sont incapables d'envisager qu'un artiste qui a du succès puisse être pleinement heureux parce que ça vient avec tellement d'autres aspects complexes à gérer. Mais moi, j'avoue que j'ai cette chance et en tout cas ce réflexe de fuir un peu au Canada quand ça devient trop intense. Je vais souvent me réfugier là-bas. Et à quel moment c'est intense ? Comment ça s'exprime ? Bah, par exemple, après les victoires de la musique de l'année dernière, j'avais sorti une lettre dans Mediapart où je disais un certain nombre de choses importantes pour moi. J'arrive aux victoires, j'ai gagné cette victoire et j'étais mal à l'aise un peu parce que j'étais nommée avec Aya. Et Aya, elle était nommée depuis des années, elle n'a jamais gagné. Et en fait, j'avais pas du tout envie d'aller dans des médias et de dire genre « Ouais, j'ai gagné artiste féminine de l'année » alors que elle remplit les caisses de l'industrie de la musique française et qu'on lui a jamais donné de victoire. Et pas que je trouvais que j'étais pas méritante, mais tu vois, il y a plein de choses dont moi, je peux pas faire abstraction. Et je peux pas aller en promo et genre dire bon, bah voilà, je suis trop heureuse, j'ai gagné et tout. Alors que pour moi, il y avait d'autres sujets à ce moment-là. Il y avait la lettre, il y avait le fait que j'avais gagné face à une artiste noire qui n'a jamais gagné de victoire en France. Et du coup, je suis partie au Québec à ce moment-là, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai une espèce de réflexe et je suis en mode bon, bah, je ne serai plus là et je ne serai plus joignable vraiment parce que je suis dans le décalage, que je suis plus sur le même continent. Et je reviens après quand je sens que ça s'est un peu calmé et que je vais pouvoir, dans mes codes à moi, aller sur des plateaux et parler des trucs dont j'ai envie de parler, quoi. Et ouais. Tu y as repensé à ce truc d'Aya beaucoup ? Ouais, j'ai beaucoup pensé.
J'y ai beaucoup pensé et je me suis dit qu'elle avait le droit de me détester un peu. Et je ne l'ai jamais recroisée, mais j'y ai beaucoup pensé et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire en médias? Je vais dire, ah, j'ai gagné une victoire, je suis artiste féminine de l'année. Enfin, clairement, ils vont me dire, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir gagné face à Aya Nakamura? Et je vais dire, bah, ça me met mal, en fait. Parce que ça fait des années qu'elle vend des millions d'albums dans le monde entier et qu'en fait, personne n'est capable dans l'industrie de la musique de lui donner du crédit, quoi. Et est-ce que tu penses qu'elle donne du crédit aux victoires de la musique? Moi, je pense pas. Non, mais elle y est allée cette année-là. Après, je pense qu'elle en a eu marre. Au bout de 3 ans, à se déplacer, à venir à une cérémonie où personne la récompense, peut-être qu'elle en a eu marre d'y aller. Et je crois que l'année dernière, elle n'y est pas allée. Enfin, cette année, elle n'y est pas allée, mais cette année-là, elle y était. Il s'avère qu'elle y était et que... Et à la fois, c'est hyper étrange comme sentiment parce que moi, j'étais heureuse quand même. Tu vois, j'étais là genre, OK, c'est incroyable genre, d'être considérée comme une artiste aussi importante en France. C'est incroyable pour mon équipe, c'est incroyable pour moi, c'est incroyable pour mes musiciennes, pour voilà. Mais moi, je peux pas faire semblant... j'ai du mal à faire semblant de quoi que ce soit dans la vie. T'avais pensé quoi d'SCH, par exemple, quand il a eu sa victoire et qu'il disait, voilà, il y a Ninho, il y a d'autres artistes... qui sont tout autant méritants, qui sont même pas nommés, qui sont pas là. Il vient d'où ce problème, en fait? Ben, je pense que malheureusement, il vient du racisme institutionnel. C'est-à-dire que une meuf noire qui vient pas de Paris centre et qui est pas un peu de base privilégiée dans la vie n'est pas considérée pareil qu'une meuf comme moi, par exemple. Moi, j'arrive dans un endroit, on me demande pas d'où je viens, on me demande pas... on me dit pas, on me dit pas, je comprends pas ce que tu dis. Et je pense que les gens, en France, ils ont du mal à accepter que cette femme-là, elle ait autant de pouvoir et qu'elle ait autant de puissance. Et que si elle veut, demain, elle peut renverser l'industrie de la musique, en fait. Si demain, elle crée un label et qu'elle dit « venez tous chez moi », les artistes de demain, ils vont avoir envie d'aller chez elle. Ils vont pas avoir envie d'aller ailleurs. Donc, ouais, je pense qu'elle a du pouvoir. Ça fait peur à tout le monde. Mais toi aussi, t'as du pouvoir maintenant. Ouais, d'une certaine manière. Je vends pas autant de disques qu'elle, mais oui, j'apprends, moi, dans ma vie, à réaliser et à prendre conscience que oui, je suis assise, justement, je te disais au début, sur quelque chose d'un peu solide, mais j'ai du mal. J'ai l'impression que je suis assise sur un truc qui peut couler à tout moment, tu vois. Tu penses qu'on te fait peser des responsabilités que tu mérites pas en tant qu'artiste? Je pense qu'en tant qu'artiste, en France, et c'est un peu de ma faute et un peu de la faute de... comment la société est fabriquée. Oui, on me fait porter des trucs. Parfois, je me dis, comme moi, je défends pas mal de causes différentes et que je parle de féminisme et que je parle d'écologie, c'est comme si j'ai l'impression que j'ai pas le droit à l'erreur, tu vois. Je ne vais pas sortir. Je ne vais pas me découvrir des failles, des failles. Et l'autre jour, dans une interview pour le livre que j'ai sorti avec Pyjama, quelqu'un m'a demandé vous, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut mettre en place en France pour la cause des femmes? Et j'étais là genre, moi, en fait, en tant que citoyenne, il y a plein de choses que je peux mettre en place, mais c'est pas moi qui vais sauver la donne, quoi. C'est pas moi qui vais régler le problème, ça se passe plus haut, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai regardé beaucoup de tes interviews, et il y a une question qui paraît bienveillante, que je trouve toujours un peu tordue. Laquelle? C'est souvent on te dit à toi, ou même on peut le demander à Angèle. Ouais. C'est est-ce que vous, entre filles, vous êtes solidaires? Déjà, pourquoi c'est aux filles d'être solidaires des filles et pas aux garçons d'être également solidaires des filles? Ouais, exact, c'est vrai. C'est vrai, et puis on est éduqués dans un monde qui nous pousse plutôt à se détester les unes avec les autres. Donc oui, on peut essayer de déconstruire ça et de devenir amis. Tu parlais de famille tout à l'heure, et c'est l'idéal, dans un même milieu, de pouvoir compter sur d'autres gens qui vivent la même chose que toi, qu'ils soient filles ou garçons confondus. Ensuite, je pense que c'est pas dans l'intérêt des personnes qui dirigent ce milieu que tout le monde devienne une grande famille. Dans leur intérêt, c'est plutôt genre, OK, tout le monde est en compétition, et comme ça, tout le monde se défonce, et tout le monde travaille plus que tout le monde, et comme ça, tout le monde vend plus d'albums. Et au final, ça profite à des gens qui ne sont pas nous, en fait. Donc... moi, j'essaie de désamorcer ça. Moi, je sais que
j'ai une technique, ça m'arrive encore à ce jour et ça m'est arrivé énormément dans les dernières années de voir arriver des artistes féminines et d'avoir peur et de me dire elle va prendre ma place, tu vois. Et moi, c'est un truc dont je parle ouvertement parce que ça m'a détruite à des moments de ma vie et que j'ai trouvé des solutions pour faire face à ça parce que c'est destructeur et que ça détruit en ce moment même des gens, des femmes, des hommes aussi. Il y a le nombre enfin, je sais pas, je vais pas les citer, mais il y a des rappeurs qui se détestent, il y a des artistes féminines qui se détestent, pas parce que elles ont été incorrectes l'une avec l'autre, parce qu'elles sont amenées à se détester parce qu'on leur fait croire qu'il y a une seule place et que si elles sont deux, il n'y en a qu'une seule qui réussira, il n'y en a qu'une seule qui gagnera les victoires, il n'y en a qu'une seule qui vendra plus d'albums. Et moi, ma seule tactique pour contrer ça jusqu'à présent, et ça a toujours fonctionné, c'est d'aller vers ces personnes-là qui me font peur et de leur dire salut, soyons amis. C'est un peu ça, tu vois. Et franchement, ça marche. Aujourd'hui... Mais c'est sincère ou tactique à la fin, l'amitié? Non, ça devient des vraies amitiés. Après, si je suis pas amenée à devenir amie avec ces personnes-là, on devient potes et on devient collègues. Mais il y a beaucoup d'amitiés. Enfin, en fait, mes seules amitiés, je pense, dans l'industrie de la musique, ont été initiées par le fait que je suis, moi, allée voir ces femmes-là ou que ces femmes-là sont venues me voir. Et je sentais, il y a toujours ce truc de genre, tu sais que tu joues dans la même cour et que tu as l'impression qu'il y en a une seule qui va gagner. Et en fait, tout de suite, moi, je suis là genre, viens, on chill et on boit une petite verveine. Et de parler de tout ça, c'est nouveau, en fait. Je pense que de tout de suite désamorcer. Et moi, je sais qu'il n'y a pas qu'une place. Parce que moi, ma place, elle a été tellement dure à trouver dans l'industrie de la musique que... Je sais pas, c'est comme si... Je suis bien là où je suis et... Je pense pas que quelqu'un puisse prendre ma place. Et je pense pas que... Surtout que ta place, tu te l'es faite toi-même. Ouais. Avec le temps, avec les erreurs. Et que quand je t'ai vu arriver, je me suis dit, le vent de fraîcheur venait pas de ta jeunesse, venait de ta singularité. Ouais. Et la singularité, je trouve que c'est le truc, t'as des artistes qui peuvent mettre des années à l'atteindre. Homme ou femme, Charles Aznavour, regarde le temps qu'il a mis à trouver sa singularité. Ouais, et puis Charles Aznavour, il est irremplaçable, comme Lady Gaga, elle est irremplaçable. Et en fait, il y a une place pour chacun des artistes. C'est juste que tout le monde n'aura pas la même trajectoire. Et si tu veux avoir la même trajectoire qu'un tel parce que ça te donne envie, moi, je me suis inspirée d'artistes. Maintenant, j'apprends à me dire, ah ouais, elle ou lui, la manière dont il a développé sa carrière, je trouve ça trop inspirant. Et parfois, quand j'ai des choix à faire, un truc que je fais, c'est que je me dis, qu'est-ce que Lady Gaga, elle ferait, tu vois. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur la femme en tant que minorité dans cette industrie. C'est que ça arrive à tous les niveaux de minorité. J'avais cette conversation même dans le stand-up. Ouais. Et moi, je disais souvent à des comédiens, je leur dis, mais le problème des mecs du stand-up, c'est qu'il y en a qui veulent la place de Jamel. Comme s'il n'y avait que la place de Jamel. Ouais, c'est vrai. Mais c'est comme ça dans tous les milieux, je pense. Dans tous les milieux, de pouvoir, dans tous les milieux où tu donnes de toi, je pense que tu as l'impression qu'il y a une seule place. Mais en fait, ça profite quand même à des gens. Sinon, ça n'existerait plus, ce truc de concurrence et de regarder à droite, à gauche et de se demander si je suis bien au bon endroit. Et ça n'existerait pas. Ça existe parce que ça profite à des gens. Parce qu'en fait, ça fait des artistes des produits interchangeables, en fait. De un. Obsolètes, compétitifs ou pas. De un. Et de deux, ça fait des artistes qui n'arrêtent jamais de travailler parce qu'ils ont l'impression qu'il faut toujours aller plus loin et qu'il faut atteindre toujours des objectifs plus grands. Moi, c'est marrant quand les gens ils me disent « Mais toi, avec cet album, tu veux faire quoi Tu veux faire des zéniths ?» Et je suis là genre « Non, pas forcément. Peut-être que je vais finir par faire des zéniths avec cet album. Et si ça arrive parce que c'est naturel et qu'en fait, on est à un moment où on remplit des zéniths, on va le faire. Mais moi, je ne vais pas booker un zénith dans 2 ans parce que je veux faire un zénith, parce que je veux que mon projet grossisse. Moi, j'ai l'impression d'avoir... Ce que j'ai appris, en fait, entre Les Failles et Consolation, c'est que au lieu de vouloir monter une échelle, j'ai l'impression plus que c'est comme une toile d'araignée et que, genre, mon projet, il va dans plein d'endroits. Tu vois, on s'est vu pour le livre. J'ai plein de petits tours de magie dans mon sac, en fait. Tu vois, j'ai plein de trucs où je suis en mode, ça, je vais faire ça, les gens, ils sont pas au courant. Et puis, ouais, et puis il y a ta ligne de monocycle aussi qui va être... il y a mon numéro de monocycle qui arrive bientôt. T'as fait des acrobaties récemment en scred ou pas? J'ai fait mon clip. Ouais.
qui est acrobatique. Et où je suis suspendue dans les airs et où je fais des figures dans les airs. Donc oui, j'ai fait beaucoup d'acrobatie pour ce clip-là et je me suis entraînée de ouf parce que moi, je fais aucun sport. Et donc, arrivé au clip, il fallait que j'ai un minimum de gainage. Et donc, j'ai fait 2 mois de... Je suis allée... En fait, c'est drôle parce que tu me parles de cirque, mais je me suis entraînée au Cirque du Soleil à Montréal parce que le Cirque du Soleil, c'est basé à Montréal. Et ils sont assez stylés. Et en fait... c'est les plus forts. C'est les plus forts et j'ai eu la chance de m'entraîner là-bas pour mon clip. Donc oui, j'avais eu la chance de voir leur spectacle sur Michael Jackson. C'était... Ouais, ils sont très forts. L'album, appelé un album La Consolation, après un album qui s'appelle Les Failles. Oui. Les Failles, c'était après une histoire compliquée, relation compliquée, industrie compliquée. Ouais. Et Consolation, c'est un album qui commence avec enfance, qui rime avec violence. C'est vrai. C'est vrai. Tu as fait tes devoirs. Tu as tout écouté. C'est vrai, en fait, ce truc de la consolation, il vient pas des chansons. Il vient de l'état dans lequel j'étais en écrivant les chansons. Je sais pas si tu vois la différence. C'est pas genre des chansons... Elles sont pas toutes des chansons de consolation. Il y en a qui sont des chansons de consolation et qui sont... C'est l'acte de faire cet album... Qui a été une consolation pour moi. De le produire, d'être la patronne. Ouais. Et puis, ça a été une consolation aussi par rapport à la pandémie, par rapport à tout ce qui s'est passé dans les 2 dernières années. Moi, j'ai sorti Les Failles, novembre 2019, en pensant que la vie était devant moi. Je suis venue chez Click TV, janvier, je suis là, yes, Yandé, je fais ma petite reprise. Et hop, victoire de la musique. 2 semaines après, bisous, tu rentres chez toi. Et là, j'étais là, hein? Mais c'est la première fois de ma vie que je suis bien dans mon projet. Et en fait, j'ai mis 1 an, de début 2020 à début 2021, à recommencer à écrire parce que moi, j'attendais la scène et j'étais là, ah, c'est bon, on rejoue finalement. Et en fait, on m'appelait, on me disait, ah bah non, du coup, on annule. Je faisais, mais non, je pleurais. J'étais là, mais en fait, cet album n'aura jamais la vie qu'il aurait dû avoir. Et je pleurais, et vraiment, je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup, et j'ai énormément pleuré dans les 2 dernières années. Et j'ai appris à accepter de pleurer et à me dire, bah, ouais, c'est triste, ta tournée, elle est annulée, il y a des gens qui crèvent du Covid, il y a plein de choses qui vont mal, t'as le droit de pleurer, tu vois. Et en fait, ce concept de la consolation, il est venu très vite parce que moi, j'avais un immense besoin de consolation que je ne trouvais pas. Personne ne pouvait me dire, non, mais t'inquiète, tes concerts, tu les feras dans 7 ans, tu vois. Moi, j'avais l'impression à ce moment-là que ça allait être ça, tu vois. On était tellement loin, deep dans le Covid que j'étais là, mais en fait, c'est quand, en fait, les concerts, c'est quand la récompense du travail que j'ai mis dans cet album et de moi qui met toute ma vie et toutes mes tripes dans un album, c'est quand que je vais voir les gens. Et c'est comme ça que j'ai commencé à composer le nouvel album. C'est dans cet esprit-là. Et du coup, j'ai voulu remonter à mon enfance parce que directement, le concept de la consolation, ça m'a fait penser à l'enfance. Parce que quand on est enfant, on a tout le temps, en permanence, on a besoin d'être consolé. Et parfois, on l'est et parfois, on ne l'est pas. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était exactement la même chose que d'être un adulte. C'est quand t'es un adulte, il y a des trucs, des problèmes qui se résoudent. Et d'autres pas. Et la pandémie, c'était quand même un sacré truc pour lequel on n'avait aucune consolation. Enfin, ça a été une espèce de trou béant d'anxiété, quoi. Et donc, j'ai commencé à composer des chansons sur mon enfance. Et en parallèle, j'ai commencé à composer des chansons sur des femmes disparues que j'avais jamais eu la chance de rencontrer. Ça, on va en parler, mais reviens sur cette rime. Enfance, violence. Ouais. Ah, bah parce que moi, j'ai comme tous les enfants, je suis traumatisée par mon enfance. Je pense qu'on a tous des traumatismes d'enfance. Et en fait, je pense que... Mais c'est un truc que j'avais déjà abordé. Je l'ai déjà abordé dans une chanson qui s'appelle 1996 sur Les Failles. Tu te rappelles des fois où tu criais comme si j'entendais pas. Entre les lignes, je lisais que maladroitement tu m'aimais. Et j'ai eu une enfance plus ou moins joyeuse. En fait, j'ai eu une enfance très joyeuse à plein de niveaux, hyper privilégiée. Je faisais des activités, j'étais sociable, j'étais forte à l'école.
j'avais des frères et sœurs, j'étais dans une famille unie et tout. Et à la fois, j'ai vécu des trucs enfants qui étaient violents. Et je pense que ça crée en moi un rapport bizarre avec mon enfance. Et c'est de ça dont parle la première chanson de mon album, c'est pourquoi je pense tout le temps à mon enfance, alors qu'au final, j'ai l'impression que c'est beaucoup de mauvais souvenirs. Et après, je me dis, mais non, c'est pas que des mauvais souvenirs. Et c'est cette espèce de flou autour de mon enfance et autour de l'enfance de plein de gens, en fait. Mais c'est un peu le mood de tout l'album. Ouais. C'est que il y a toujours ce truc qui te saisit avec une mélodie, avec une voix très très douce, et en fait, t'envoies un uppercut ou un petit coup de rappel à la réalité, je dirais même un coup de taser, quoi. C'est à chaque fois des fins de phrases ou des choses comme ça qui sont hyper violentes. Ouais. Il est beaucoup plus violent que Les Failles, cet album. Il est, oui, mais c'est marrant que tu dises ça. Non, en fait, Les Failles, c'était la découverte d'être un être humain imparfait et de me dire, bah, en fait, tu seras jamais parfaite, donc arrête. Et Consolation, c'est aller beaucoup plus loin, être adulte déjà, et du coup, faire, tu sais, quand t'es un adulte, parce que Les Failles, je l'ai écrit, j'étais en sortie d'adolescence. J'avais entre 19 et 21 ans. Là, j'ai écrit Consolation, j'avais entre 23 et 24 ans, en gros. Et quand t'es un adulte, je sais pas si toi t'as fait ça, mais moi, j'ai beaucoup pensé à mon enfance depuis que je suis devenue une adulte. Genre, t'essaies de capter des trucs, tu te dis, mais pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi tel truc, ça m'angoisse ? Pourquoi je suis hyper à l'aise dans telle situation, mais pas dans telle situation ? Et en fait, moi, j'ai cherché beaucoup de réponses dans mon enfance. Qu'est-ce qui t'a amené à aller chercher ça ? C'est quelqu'un qui t'a aidé, qui t'a... Non, en général, moi, je fais ce genre de trucs-là toute seule, bien introspectif, bien deep. Mais après, j'ai fait des lectures de femmes. C'est pour ça que ça s'est relié. Ouais. Nelly Kaplan. Nelly Arcan. Ouais. Nelly Arcan. Ouais. Nelly Kaplan. Nelly Arcan. Nelly Kaplan, je sais pas, elle existe peut-être, mais on sait pas. Nelly Kaplan. Nelly Arcan. Nelly Arcan. Virginia Woolf, que j'ai lu à ce moment-là. Et j'ai aussi beaucoup écouté Dalida. Et en fait, février 2021, je recommence à écrire après un énième coup de fil de mon tourneur qui me dit « Bon, bah, mars-avril, c'est annulé, tu vois. » Et je suis là, OK, bon, bah là, je vais faire un autre album parce que j'en peux plus. Et je lisais Virginia Woolf qui s'est suicidée. Je lis Nelly Arcan qui s'est suicidée. Et j'écoute Dalida qui s'est suicidée. Et là, je me dis, il va falloir beaucoup de consolation pour encaisser tout ça. Et j'ai relié ça à mon enfance parce que toutes ces femmes-là, elles parlent de leur enfance. Toutes ces femmes-là, elles sont traumatisées et elles portent un poids sur leur épaule que moi, j'ai l'impression de porter, tu vois. Et du coup, je fais tout de suite un lien entre ces lectures, ces femmes disparues que j'aurais adoré rencontrer et cette recherche que je fais sur mon enfance. Et pour moi, ce lien, c'est la consolation. Je cherche un moyen de me consoler en écrivant ces chansons, quoi. C'est vraiment le processus qui... Parle-moi de la chanson Nelly, en fait. Ouais. Parce que Nelly Arcan, elle a sorti 3 bouquins. Ouais. Dont un qui s'appelle Putain. Ouais. À quel moment, toi, tu as eu ces lectures dans les mains ? Qu'est-ce que tu en as ressorti ? Et pourquoi tu t'es dit, c'est à elle que je vais consacrer un morceau ? Parce qu'elle s'est suicidée. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui infuse la culture pop. Il y a beaucoup d'artistes qui parlent d'elle. En fait, moi, je vis entre la France et le Québec depuis 5 ans. Et tout le monde m'a parlé de Nelly Arcan. Dès que je suis arrivée au Québec, tout le monde m'a dit, il faut que tu lises Nelly Arcan et tout. J'étais là, ouais, OK, mais c'est qui Nelly Arcan ? Tout le monde m'avait dit, bah, elle est décédée. J'étais là, mais OK. Et en fait, je crois que c'est le moment de ma vie où je me suis dit, bah, c'est maintenant. Mais Nelly Arcan, tu peux pas te lever un matin, boire ton café et lire Nelly Arcan, tu vois. C'est trop deep. Et elle dit des trucs trop hardcore. Et elle a trop une vision sans filtre de la société. Et c'est ça qu'elle met dans ses livres pour que tu le lises en buvant un petit café, tu vois, le matin. Donc je pense que j'ai attendu un moment de ma vie où j'étais disposée pour lire Nelly Arcan. Et c'est arrivé début 2021. Deuxième confinement. Désespoir du live, grosse remise en question de genre, mais je fais quoi de mon année 2021 en fait ? Je fais quoi ? J'ai pas de concert. Et j'ai lu Putain, qui est un livre, qui est son premier livre, qu'elle a écrit quand elle avait genre 25 ans, qui parle de ses années d'étudiante en littérature et de travailleuse du sexe en même temps. Et je finis le livre et tout en mode, oula, il va falloir que j'en lise d'autres parce que c'est magnifique. C'est à la fois beau et à la fois violent. Et je pense que je me suis retrouvée là-dedans dans, tu vois, moi, la manière dont je fais des chansons, de dire parfois de faire des tournures de phrases hyper poétiques et puis la phrase d'après, de dire un truc hyper trash. Je ferme le livre, je dis OK, un autre. Là, je vois Folle, qui est une lettre de 300 pages à son copain qui vient de la quitter.
Et je lis ce truc-là d'une traite. Et en fait, je pleurais tout le temps en lisant le livre parce que je me disais, mais c'est pas possible que cette meuf du Québec, qui a vécu il y a 30 ans, qui avait l'âge que j'ai maintenant, elle vive la même chose que moi. Et qu'elle se dise qu'elle a de la valeur que parce qu'elle est belle ou qu'elle est moche, qu'il faut qu'elle se fasse refaire tout son corps pour avoir une jeunesse éternelle, mais qu'en même temps, elle a conscience du fait que faire ça, c'est participer au problème, et qu'elle écrive tout ça dans un livre, et qu'au final, c'est tellement lourd à porter pour elle qu'elle se suicide. Et moi, j'ai lu ça et j'étais là, mais attends, on est en 2021 et rien n'a changé, en fait. C'est-à-dire que moi, je me sens comme ça, mes potes se sentent comme ça, les gens que j'écoute parler, globalement, ils se sentent comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai écrit cette chanson en une demi-heure. Un peu comme une lettre, tu vois, où j'étais là, il faut que je me console de cette situation, il faut que je trouve quelque chose, et j'ai écrit cette lettre. Et je crois qu'au-delà d'être une lettre à Nelly Arcan, c'est une lettre à toutes les meufs de la Terre, tous les gens de la Terre que j'ai pu jalouser, qui ont pu me faire peur, qui, eux, ont eu peur d'autres gens, qui ont eu peur qu'on leur prenne leur place, tout ce truc-là, justement, de ce dont on parle depuis le début. Nelly, c'est une femme qui avait l'air, je l'ai jamais rencontrée malheureusement, mais d'être effrayée à l'idée qu'on prenne sa place, tu vois. À l'idée qu'il y ait une femme plus belle qu'elle, qu'il y ait une femme plus intelligente. Alors que, quand tu lis son livre, moi je lis son livre et je suis bouleversée et je me dis, mais en fait, elle a jamais pris le temps de se dire, mais en fait, je suis une autrice incroyable et c'est suffisant. Je suis pas obligée d'être magnifique, je suis pas obligée d'être belle, je suis pas obligée d'être parfaite, tu vois. Et ça, moi, c'est ce que j'essaye de me dire au quotidien, tu vois. De me dire, mais moi, ce que je veux faire, c'est créer, faire de l'art. Et je veux arrêter de... Tu vois, juste avant de monter sur le plateau, j'étais en mode, est-ce que je m'attache les cheveux? Est-ce que je me laisse les cheveux détachés? Parce que, je sais pas, en même temps, c'est plus beau les cheveux attachés, mais enfin, tu vois. Et c'est des questions que j'aimerais ne pas me poser, en fait. J'aimerais me dire, j'arrive, je vais parler avec Mouloud, Mumu Mouloud, il va me poser des questions hyper deep. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que j'ai les cheveux attachés ou détachés, tu vois? Et je pense qu'en lisant Nelly Arcan, j'ai fait, OK, c'est un truc qui est vraiment une espèce de tapis vicelard dans la société, de genre, tu es une femme, tu dois être belle, tu dois être jeune éternellement. Et Nelly, elle dit dans ses livres, à 30 ans, je vais mourir, parce qu'elle voulait pas avoir plus de 30 ans, tu vois. Et vraiment, c'est une chanson qui m'a vraiment fait du bien et qui a été en fait à l'origine du titre de l'album. J'étais là, en fait, mon album, il va s'appeler Consolation, parce que là, ce que je suis en train de faire, c'est écrire des chansons pour me consoler et espérer que ces chansons-là, elles consoleront les gens. Je trouve que tu te consoles aussi sur quelque chose qui était très présent, c'est ta peur de la mort. Ouais. Tu consacres un morceau à ça dans l'album. Mais je trouve que tu l'abordes avec un peu plus de courage que juste le truc d'adolescent de on va tous mourir. Ouais, c'est quelque chose que j'apprivoise. C'est pas encore, je suis pas au max de mon aisance avec la mort. Mais je connais personne qui a pas peur de la mort. Hein. Il y a des gens qui n'en ont pas peur. Tout le monde en a un peu peur. Il y a des gens qui n'y pensent pas souvent. Exactement. Il y a des gens qui en ont peur, mais qui s'en foutent un peu, quoi. Ils sont en mode, oui, voilà, ça fait partie de la vie. Et c'est vrai que quand ils pensent... En fait, ce qui est fou, c'est qu'on n'a aucun pouvoir sur la mort. Et donc, c'est vrai que c'est fou de se tracasser avec ça, parce que, en fait, c'est comme dire, les oiseaux volent, ça m'angoisse trop, pourquoi ils volent, tu vois, et je voudrais qu'ils volent pas. Voilà, c'est comme ça, en fait. Tu vis, tu meurs, mais... Il y a quelque chose qui, moi, en tout cas, m'a aidé... C'est pour ça que ce morceau m'a touché, c'est que tu prends conscience de la mort quand tu perds des gens avec qui tu as grandi. Quand tu perds des gens de ta génération. Ouais. Là, c'est pas pareil. Là, c'est autre chose. Ouais. Je te le souhaite de le vivre le plus tard possible. Ouais. Pour le moment, j'ai pas perdu d'amis proches. Mais en tout cas, j'ai un rapport avec la mort qui est terrible. À la fois, c'est ma plus grande source d'inspiration, et à la fois, ça me terrifie. Et parfois, j'y pense et je peux rester en boucle et me dire, mais... à un moment donné, ça va être fini, quoi. Genre, ça, je sais pas pourquoi, je trouve ça atroce, quoi. Tu vois, vraiment, il y a un truc où je me dis, mais du coup, ça sert à quoi? Et en même temps, les gens, ils pourraient me dire, justement, parce que tu vas mourir, ça sert à quelque chose de faire tout ça, et en fait, ça a un sens, tu vois. Mais moi, ça me terrifie de partir et de me dire, mais je serai plus là, et qu'est-ce qui va se passer? Et je pense que aussi, c'est lié au fait que j'ai l'impression d'avoir une responsabilité et de devoir faire tout ce qui est en ma possession pour changer certaines choses.
Et je me dis, mais du coup, quand je vais mourir, qui est-ce qui va faire ça, en fait? Pourquoi la mort te fait peur? J'entends les sauts de ton cœur à travers les océans. Tu sais que toi et moi, elle ne nous aura pas, on ira sous l'océan. Est-ce que tu as pris une place différente dans ta famille? Moi, j'ai toujours été le vilain petit canard de ma famille, gentiment, tu vois, et c'est toujours le cas. C'est-à-dire que quand je rentre chez mes parents, je me sens pas intégrée de la même manière que mes frères et sœurs, mais pour plein de raisons. C'est pas que de la faute de mes parents. Je suis partie de chez mes parents à 17 ans. Mes frères et sœurs, ils sont restés jusque tard. Il y en a même qui vivent encore chez mes parents. On les salue. On les salue, bisous. Marie, Émile, qui en ce moment sont chez mes parents. Et du coup, j'ai toujours eu... En fait, moi, je suis partie à 17 ans et j'avais un peu ce truc d'être là, genre... Ouais, bah moi, je vais vivre à Paris et je vais être indépendante et ça va être mieux qu'avec vous. Et je pense que c'est dur pour des parents de voir un enfant partir à 17 ans en se disant genre « Ah ouais, ok, donc en fait, elle pense qu'elle a plus besoin de nous. » Et de leur prouver quand même rapidement qu'effectivement, j'avais plus besoin d'eux. Parce qu'à 19 ans, j'étais intermittente du spectacle, je gagnais ma vie, j'avais mon appart. Et à 20 ans, en gros, j'étais complètement indépendante, quoi. Et je pense que ça doit être dur pour un parent de vivre ça. Et donc, non, ma place dans la famille, elle a toujours été particulière. Et en plus, c'est dur de pas être détesté de tes frères et sœurs quand toute l'attention est sur toi en permanence et que ton métier est 1000 fois plus valorisé que celui de tes frères et sœurs ou de tes parents. C'est dur de se positionner quand tu es un membre de la famille de quelqu'un qui est médiatisé, en fait. Donc là... Il y a aussi l'argent. Ouais. Si à un moment... même si à l'échelle d'une carrière, au final, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'un artiste peut gagner de l'argent pendant 2-3 ans, mais pas pendant 5 ans, 10 ans, on ne sait pas. Ouais. Et il n'en aura pas gagné avant pendant 20 ans. Ouais. Mais si d'un coup, tu ramènes une somme que tu as faite en quelques semaines, qui peut correspondre au salaire annuel d'un de tes parents, c'est toujours... C'est une grande question. Et moi, pour moi, l'argent, c'est un grand moyen d'émancipation aussi. Et ça, c'est bien de le dire. Bah ouais. Et je crois qu'inconsciemment, quand je suis partie de chez mes parents à 17 ans, on avait cette règle qui était une règle écrite, que c'était OK que je fasse pas d'études après le bac si je gagnais ma vie après 2 ans. Donc j'avais 17 ans, à 19 ans, il fallait que je gagne ma vie. Et en fait, j'ai tellement travaillé et j'ai tellement tout fait que j'ai réussi ce truc-là, ce petit défi, ce petit contrat moral avec mes parents. Et en fait, je pense qu'à 17 ans, je n'avais pas capté, mais je suis partie de chez mes parents parce que je voulais gagner mon argent et utiliser mon argent pour faire ma vie à moi. Et quand tu es un adolescent, c'est un grand sujet. L'argent, comment tu gères l'argent avec tes parents, que tu en aies ou que tu n'en aies pas, globalement, ça reste un sujet. Et c'est vrai que moi, j'ai rapidement pris possession de mes moyens grâce à l'argent. J'ai fait des choix très jeunes dans ma vie grâce au fait que j'avais travaillé très jeune et que je m'étais émancipée et que je pouvais choisir d'avoir l'appartement, de louer l'appartement que je voulais dans le quartier que je voulais et choisir de manger ce que je voulais et tout ça. Et en fait, à 18 ans, c'est hyper important. Enfin, c'est le sujet principal de ta vie. C'est où est-ce que tu vis, comment tu manges et quelles sont tes activités, quoi. Tu vois, qu'est-ce que tu fais de ton argent. Et je crois que je voulais plus du tout dépendre de mes parents pour ça. Qu'est-ce que tu as fait de ton premier gros chèque ? Mon premier gros chèque, ça devait être l'avance d'Universal en 2015-16. Et moi, je suis raisonnable. Moi, je mets ça sur des comptes en banque et je fais rien. Jusqu'à ce que j'achète un appartement ou que... Patronne. Ouais. Moi, je dépense pas... En fait, je fume pas, je bois pas, je me drogue pas vraiment. Et du coup, déjà, il y a toute cette partie-là. Un peu de lait d'avoine. Ouais, un peu de lait d'avoine. Lait d'avoine à la weed, non, c'est pas vrai. non, mais j'ai pas beaucoup de dépenses au quotidien. Je suis végétarienne, je mange pas de viande. Et si je mangeais de la viande, du coup, je mangerais de la pure viande et j'en mange pas, tu vois, de la viande de boucher et tout, j'en mange pas. Donc en fait, il y a un truc où rapidement, j'ai eu cette avance, j'avais 19 ans, j'étais là genre, bon, je vais mettre ça sur un compte. Et puis le jour où je vais vouloir m'acheter un appartement, je vais mettre ça dans un appartement. J'ai pas fait une folie de genre, je pars en vacances à Cancun, tu vois, genre... J'ai vraiment... Et pour de vrai, dans ma vie de maintenant, par rapport à ma vie de 17-18 ans, mes standards de vie, ils n'ont pas beaucoup évolué.
Je fais toujours un peu les mêmes trucs. Je me fais plaisir et je fais plaisir à mes amis. Genre, je sais que je peux inviter mes amis au restaurant, mais j'ai pas de. C'est ça qui est cool avec mon rapport avec l'argent. J'ai envie d'en avoir pour être libre. Ouais, ce que tu as dit, le mot, c'est émancipation. Pour m'émanciper, mais j'en ai pas besoin de plus, tu vois. J'ai envie de pouvoir être libre et d'être émancipée plus longtemps, le plus longtemps possible. Donc si demain j'en ai plus, ben, peut-être que je vais devoir retourner chez mes parents, tu vois. Et ça, j'en ai pas envie. Donc je fais des choix voilà, qui me maintiennent dans le niveau de vie que j'ai en ce moment. Mais j'ai pas de rêve de... Moi, j'ai pas de rêve de grandeur ça me fait pas du tout rêver d'être riche parce que mon mode de vie n'est pas un mode de vie d'une personne riche, tu vois. À part aller au Québec quand j'ai envie d'aller au Québec, genre donner de la nourriture à mon chien, manger, inviter mes potes au restaurant. Voilà, tu sais, je m'habille en friperie, mes habits, ils coûtent 2 €, genre... Bah, tu sais, on arrive aujourd'hui à une époque, malheureusement, où il y a tellement de gens qui sont en galère que le simple fait de ne pas savoir si on va être dans le rouge quand on va au resto ou quand on fait un truc, bah, c'est déjà exceptionnel. C'est ça, en fait. Moi, c'est mon standard de vie, c'est être bien, être confortable, manger, dormir, faire plaisir à mes amis, à ma famille. Voyager entre la France et le Québec, ça, c'est un truc qui est important pour moi d'avoir cet équilibre. Et ouais, mon standard de vie n'a pas vraiment augmenté. Donc, si on résume, la constellation, c'est le résultat de l'émancipation qui mène aux failles. Ouais, consolation, c'est la suite logique des failles. C'est qu'est-ce que tu fais avec... Ok, t'as dit à toute la France que t'avais des failles, mais maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ça? Bah... Après avoir déconstruit, tu veux reconstruire. Ouais, exactement. Mais c'est ça, hein. Mais tu sais, quand un enfant, il pleure parce qu'il est triste et qu'il a besoin d'être consolé, la consolation, c'est une espèce de soulagement, un peu. C'est une espèce de truc, c'est genre, bah, tu vois, t'as pas ça, mais t'as ça. C'est pas grave que t'aies pas eu le pompon dans le manège, parce qu'en vrai, tu peux quand même avoir une barbe à papa, tu vois. Et je pense que moi, être adulte, pour moi, c'est ça. C'est se dire qu'il y avait des choses que j'avais prévues. J'avais prévu de faire une tournée. J'avais prévu de faire des trucs. J'avais prévu d'avoir des enfants jeunes, par exemple. J'en aurais pas des enfants jeunes parce que c'est pas possible en ce moment. Et ben, il y a d'autres trucs qui sont possibles. Et j'aime trop cette idée aussi du lot de consolation. Tu sais, quand tu rates à la tombola ou quoi et que tu as un lot de consolation, il y a un truc un peu de loser. Et en même temps, souvent, le lot de consolation, il est trop stylé, tu vois. Et t'es là, mais en fait, pourquoi j'ai joué à la tombola pour avoir cet écran plat de 8 pouces alors que le lot de consolation... trop marrante. Ouais, il est trop stylé, tu vois. Et je pense que c'est quand même en ça, même si l'album, il y a des trucs violents dedans, dans la manière dont je l'ai fait et imaginé, il est beaucoup plus doux et apaisé que les failles, tu vois. Et je pense que ça va se sentir dans les visuels, beaucoup. Moi, ce qui me fait le plus plaisir dans cet album, il y a l'émancipation, il y a la maîtrise du son. Il y a un truc qui est extrêmement travaillé sur le son. Ça se voit que c'est un album qui a pris beaucoup de temps en mix. Beaucoup de temps. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça a été une galère à mixer. Et au-delà de ça, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que t'es la patronne. Ouais. Et je suis content de parler à une femme d'affaires, tu vois. Ouais? Bah ouais. Businesswoman, c'est vrai. Parce que tu parles d'adulte depuis tout à l'heure, mais je me dis que comme tu as grandi dans cette industrie, pour toi, la figure de l'adulte, c'était celui du producteur. Bah ouais. Et c'était que des garçons. Et c'était le patron de label, le directeur artistique, le chef de projet. Et en fait, j'ai l'impression maintenant d'endosser un peu tous ces rôles-là en même temps, tu vois. Genre, bien sûr, j'ai un patron de label que j'adore d'ailleurs, mais en fait, je suis investie à tous les niveaux de mon projet, de l'écriture, composition, arrangement, à la production, à la direction artistique visuelle, genre tout. Là, par exemple, j'ai eu rendez-vous il y a quelques jours avec un scénographe et j'ai fait des dessins de ce que je veux sur scène. Je suis pas capable de tout faire et j'ai pas envie de tout savoir faire. Et comme je te disais la dernière fois, si demain, je sais mixer, masteriser, fabriquer ma scéno, en fait, ça sera pas drôle parce que je vais m'enfermer, je vais plus parler à personne et ça m'intéresse pas, tu vois. Donc, j'ai envie toujours de mettre le premier souffle, la première idée. Et après, j'ai trop envie de travailler avec des gens, en fait. C'est ça mon équilibre, tu vois. C'est d'avoir
de cloisonner toutes les idées à 360 degrés. Qu'est-ce que je veux faire sur scène? Qu'est-ce que je veux faire en studio? Qu'est-ce que va être mon image? Ça, je le sais. Et après, de choisir les bonnes personnes qui ont l'ego assez bien placé pour me dire bah ok, trop bien, on fait ça. Et ça, c'était Flavien Berger pour co-réaliser l'album. C'était la photographe de la pochette de mon album qui s'appelle Liane Benoît, qui est québécoise. C'était Claude Ponty qui a fait les illustrations de mon album. Enfin, c'est que des gens qui se sont mis au service du projet, alors que c'est tous des artistes, tu vois. Est-ce que toi, tu te vois produire d'autres artistes? Mais moi, j'aimerais trop. Moi, mon rêve, c'est d'avoir un label et de dire à tout le monde « Venez dans ma maison, venez dans la maison de la consolation ». Genre, mon rêve, c'est que des artistes, parce que j'en vois, et il y en a qui m'écrivent, des jeunes artistes, enfin jeunes, du coup, ils ont 5 ans de moins que moi, tu vois, mais ils sont jeunes, qui ont 19 ans, 20 ans, et qui sont en mode « Ah, je sais pas quoi faire, j'ai eu rendez-vous avec tel label, j'ai eu rendez-vous avec tel tourneur ». Et je rêve d'avoir le temps de leur dire « Bah, viens dans mon label, en fait ». Et genre, tu fais ce que tu veux, et moi, je peux t'aider à aller dans certains endroits où tu as envie d'aller. Mais je vais le faire, en fait, ce truc de label. Franchement, c'est juste que là, j'ai pas du tout le temps, et que c'est pas le sujet du moment. Mais tu veux pas être la Joule des meufs et faire le très organisé des meufs? Mais si, mais je vais faire un pur label. Je vais faire un label avec mais même, franchement, c'est déjà un peu... Il y a déjà un embryon de projet avec des potes, et juste là, c'est pas la priorité, mais franchement, si dans 10 ans, j'ai un label, je serais trop heureuse, quoi. Tu vois, tu me dis, tu te vois où dans 10 ans? La question que tout le monde me pose, je suis en mode, mais moi, je veux avoir un immense potager. J'en ai déjà un chez Universal qui est assez gros, que je leur ai imposé, mais je veux qu'il soit 4 fois plus gros, et je veux un label. Et genre, je veux signer des artistes, pas pour être en mode, ah, j'ai signé cet artiste, juste parce que j'ai envie que eux, ils se disent, ok, trop bien, ça c'est l'option qu'il me faut, genre, je vais être libre et je vais pouvoir faire mon bail dans un label qui me respecte, quoi, tu vois. Tu m'as fait découvrir Pyjama. Ouais. Artiste mortel avec qui vous avez fait un livre pour enfants. Ouais. Est-ce que tu as envie de creuser d'autres choses comme l'animation, comme des trucs plus écrits? J'ai plein de... Comme je te disais, moi, c'est une petite toile d'araignée, donc j'ai plein de projets différents, dans différentes disciplines. J'ai fait pas mal de génériques de dessins animés. Il y en a un qui est sorti en décembre, mais il y en a 2 autres qui vont sortir. Donc, je compose des chansons pour des dessins animés. Soit pour des films, soit pour des séries qui vont passer à la télé. Après, j'aimerais bien faire plus de musique à l'image. J'aimerais bien composer de la musique de film, j'aimerais bien... Mais le dessin animé, ça m'attire particulièrement. Toujours un truc avec l'enfance, tu vois. Et je pense qu'il faut que tu fasses un livre aussi. Écrire un livre, un roman, quoi? Un livre? Ouais, ça me tente aussi. J'ai des petites idées. J'aimerais bien écrire un livre, j'aimerais bien faire de la musique à l'image. Je crois que j'aimerais bien pouvoir explorer le plus de trucs possibles dans cette vie artistique. Mon rêve, c'est de faire le maximum de choses différentes et par le maximum de médiums différents. Et tu vois, ce livre qu'on a sorti avec Pyjama, c'est déjà, pour moi, c'est déjà génial parce que c'est complètement nouveau. Genre, je fais des dédicaces, il y a des enfants qui viennent et je vais dans des librairies et je me connecte à un monde que je connaissais, mais en tant que consommatrice de livres, pas du tout en tant qu'autrice. Et c'est une manière pour moi hyper douce et cool de rentrer dans ce monde de l'écriture, et j'aimerais bien faire d'autres livres. On va l'éditer. Bah, vas-y. Il y a aussi autre chose que j'adore aussi chez toi, c'est ce mélange de générations. C'est-à-dire que tu es à la fois deep dans Barbara, tu connais cette chanteuse-là par cœur, Dalida, et en même temps, tu es un pur produit d'Internet, où tu geeks à mort, tu es au courant de tout ce qui sort. Et Internet a changé énormément de choses, je pense, dans ta carrière et dans ta vie. Comment tu arrives à comprendre cet outil, en fait? Parce qu'il y a plein de gens qui utilisent Internet pour ouvrir des mails ou machin, et il y en a qui s'en servent vraiment comme source de savoir. Et toi, j'ai l'impression que c'est ton usage à toi. Ouais, c'est vrai. J'ai un rapport amour-haine avec Instagram, une relation fusionnelle, toxique. Je peux y passer beaucoup de temps. Je pense dans mes pires journées... dans mes journées les plus intenses d'Instagram, je peux y aller genre 1h45, tu vois. Et y passer du temps et que ce soit parfois chronophage et que ça me bouffe et tout. Et en même temps, parfois, et ça, c'est pas un secret, les gens le savent, mais moi, je supprime Instagram de mon téléphone et j'y vais pas pendant 2 mois, tu vois. Et là, je fais d'autres trucs, je suis pas trop au courant, justement, dans ces moments-là. Et après, quand je reviens, je suis dans le game et je suis là, genre, qu'est-ce qui s'est passé, machin, Et en ce moment, comme je fais un peu de promo, je suis un peu plus dans l'activité des réseaux sociaux. Dans l'instagramisme. Ouais, dans le monde d'Insta, le magnifique monde d'Insta. Mais je crois que
comme tout le monde, ça peut vite m'angoisser. Et à la fois, je suis obligée d'admettre, comme tu l'as dit, que pour moi, ça a été le déclencheur de plein de trucs. J'ai une énorme communauté sur Instagram que je ne sais toujours pas à ce jour expliquer. Je ne comprends pas qui sont ces gens. Des fois, j'ai envie de faire une story et de dire « Mais vous êtes qui, en fait ?» Il y a des gens du monde entier. Il y a, genre, vraiment, je crois que le deuxième pays, c'est les États-Unis, alors que je ne suis jamais allée faire de concert de ma vie là-bas. Et Instagram, ça m'a permis des trucs de ouf. Ça m'a permis de contacter, par exemple, Aurora, avec qui j'ai fait un duo. Je l'ai contactée sur Instagram. Enfin, tu vois, ça permet des rencontres, ça permet des trucs. Et oui, à la fois, je le maîtrise. Et à la fois, il y a un truc qui m'échappe un peu comme tout le monde. J'ai pas, tu vois, les secrets. Je suis pas le passe-partout d'Instagram non plus, quoi. J'ai pas les petites clés. Mais il y a quand même ce truc qui rend ta musique, même si elle est en langue française, assez internationale. C'est autant les failles que la consolation. C'est cette mise à nu de manière très pudique. C'est pas de la mise à nu littérale. Ouais. C'est ce côté... on est quand même dans un monde où il y a l'injonction d'être la meilleure version de soi-même. Toi, tu dis, je vais déjà essayer d'être moi et ça sera pas mal. Donc, il y a beaucoup de monde qui se reconnaît là-dedans. Ouais, c'est vrai. Peu importe. Je pense qu'il y a plein de gens qui me suivent sur Instagram et qui savent pas forcément que je fais de la musique et qui me suivent et qui sont arrivés par là pour une raison ou pour une autre. Mais c'est vrai que Internet, dans mon projet, a été une source de flux de personnes énorme. Que ce soit... les vidéos de reprises que j'ai fait pour plein de médias en France sur le web, que ce soit Instagram, Twitter. Tu vois, le truc que j'ai fait ici de Chihiro, là, je crois qu'il y a eu des moments où il a été repartagé sur Twitter par des Japonais et que ça a été retweeté. Et ça, en fait, c'est complètement hors de mon contrôle. Et donc, ça a un impact immense. Mais... nos 2 séquences les plus vues de l'histoire de Click, c'est le même avec Future, qui a même été repris dans un morceau de Drake. Ah ouais. Et ta séquence. Ouais. C'est les 2 trucs les plus vus. Tu vois, ça, c'est un truc qui est incontrôlable. Moi, je pouvais pas savoir en arrivant ce jour-là avec ma harpe celtique de druide qu'après, il y avait des gens dans le monde entier, au Japon et tout, qui allaient être en mode genre « Oh my God », genre... Donc, en fait, j'essaye à la fois de l'utiliser, d'avoir un contact avec les gens. Ça fait du bien d'avoir un contact avec les gens, de lire. Je lis énormément les messages. Je réponds pas beaucoup, mais je lis presque tous les messages que je reçois. Mais... en même temps, j'essaie de pas trop capter, justement. En fait, j'ai pas envie de poster des trucs et de me dire « Ah, il n'y a pas beaucoup de likes, je vais supprimer ma publication », tu vois. J'ai envie de garder ce rapport le plus naturel possible et d'en faire un jeu, en fait. Et je me dis, tant que ça reste un jeu, que ça reste un truc où des fois « Ah, waouh, trop bien, j'ai gagné à la loterie, tout le monde regarde ma vidéo, c'est génial ». Et où des fois, je poste un truc et tout le monde s'en fout un peu. J'aimerais bien garder ce rapport-là et trouver ça cool, tu vois. Et pour ça, j'ai besoin de parfois y aller et parfois de supprimer l'application de mon téléphone. Et j'ai un rapport plutôt sain avec ça. Il y a aussi pas mal de médias qui se sont intéressés à toi quand tu as dit que tu avais une histoire avec une fille. Ouais. Et j'ai trouvé ça très intrusif. Parce que ça regarde que toi, au final. Ouais. Et que c'est un non-sujet. Ouais. Malheureusement, c'est un non-sujet, tu vois, peut-être pour toi, pour moi, mais c'est pas un non-sujet pour la France, clairement, et pour plein d'autres pays. D'ailleurs, c'est un grand sujet pour plein de gens qui sont... En fait, c'est compliqué de parler de ça parce qu'à la fois, c'est hyper important. Et il y a plein de gens qui, quand je dis sur un plateau, ouais, moi, je suis lesbienne ou je suis bi ou je sors avec des meufs, là, j'ai eu une meuf, je me suis séparée de ma meuf. Il y a plein de gens qui entendent ça pour la première fois. Et pour qui ça peut ouvrir des possibilités. Tu vois, il y a des personnes qui peut-être se sont identifiées à moi, qui dans leur famille, dans leur milieu social, dans leur milieu scolaire, dans leur milieu familial, n'avaient jamais entendu que c'était une possibilité, tu vois, d'être une meuf, d'aimer les meufs, d'être un mec, d'aimer les mecs. Donc, à la fois, je suis toujours un peu partagée parce que je me dis, si ça sauve des gens et que ça permet à des gens de se dire, OK, elle sort avec des meufs et c'est OK, et en fait, elle vit sa vie, moi, faut que je continue à en parler. Et en même temps, oui, c'est intrusif et oui, ça devrait être un non-sujet, tu vois. Donc, cet équilibre-là, il est dur à trouver. Parce que dans les deux sens, j'imagine que pour toi, c'est dur entre ceux qui sont choqués
Et ceux qui veulent faire de toi une porte-parole. Ouais, exact. Alors que quand t'es amoureux de quelqu'un, t'es porte-parole de rien. Bah non. En effet, c'est un... Mais moi, je trouve que déjà, là, tu vois, je commence tout juste ma promo. Et je trouve que l'équilibre, quand on parle de ça, il est vraiment... Enfin, je trouve que maintenant que les gens m'en ont parlé tellement, tu vois... Ça y est, ça commence à lâcher? J'ai l'impression que c'est moins un sujet et c'est l'objectif. C'est genre, bah ouais, c'est une meuf qui sort avec des meufs. Et en fait, elle en a parlé pendant 2 ans. Donc maintenant, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Est-ce qu'on peut parler de musique? Est-ce qu'on peut... Et j'ai l'impression que ça se passe comme ça pour moi. Ça veut pas dire que tous les gays et les lesbiennes de France sont bien dans leur peau et c'est pour ça que c'est dur parce que à la fois, si moi demain je dis bah je vais plus du tout en parler, bah encore une fois, qui est-ce qui en parle de la bonne manière? Qui est-ce qui sait ce truc-là? De, tu vois, mourir et me dire mais qui est-ce qui va... Et bien sûr, je suis pas la reine d'Angleterre, il y a des gens qui vont... Enfin, je suis remplaçable. Mais parce que quand j'ai vu le documentaire d'Angèle, ouais. C'est fou comme on lui a volé ça, en fait. Ah ouais. Ouais. Bah ouais. Et en plus, dans un moment où, clairement, elle le dit dans le documentaire, elle-même était même pas au clair avec ça dans sa vie, tu vois. Et c'est pas évident de devoir parler de ta sexualité, peu importe ton orientation sexuelle, c'est intime, déjà. Et en plus, quand elle n'est pas acceptée dans la société et qu'elle n'est pas le chemin premier que les gens prennent, c'est dur parfois d'être là, ouais, bah oui, c'est cool, tu vois, genre... Et les gens, et parfois, j'ai l'impression qu'ils attendent ça de moi aussi et qu'ils sont en mode, bah oui, mais il faut que t'en parles pour délier les langues et tout. Je suis en mode, oui, mais encore une fois, comme le féminisme, comme l'écologie, c'est pas moi, Claire Pommet, qui vais changer le monde. Il y a aussi des gens qui ont beaucoup plus de pouvoir que moi, qui peuvent, en un claquement de doigts, genre, aider à ces causes-là, tu vois. Genre, moi, je peux pas porter ça toute seule sur mes épaules. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça rejoint... ton raisonnement sur les artistes qui sont obligés de produire beaucoup pour servir à une machine. On a l'impression qu'on arrive aussi dans un système où les artistes, on leur demande des prises de position pour faire diversion. Ouais. Parce que c'est plus facile de mettre un artiste qui n'a pas forcément les armes en étant porte-parole d'une cause, alors qu'en vrai, ça peut être des enjeux beaucoup plus profonds, beaucoup plus politiques, beaucoup plus sérieux, en fait, que juste une prise de parole ou un morceau ou un film. Moi, j'ai l'impression que dans les médias, en France, il n'y a pas beaucoup de place pour la culture et que du coup, il faut trouver des moyens de parler d'autre chose que de la musique et du cinéma et qu'il y a de la place, tu vois, pour ces choses-là. Mais rapidement, en effet, les gens, mais même moi, je le vois, tu vois, j'ai pas beaucoup d'attention, en fait. Quand je regarde un truc, j'ai besoin qu'il y ait différents sujets qui soient abordés et tout. Et oui, c'est un moyen de... parler de ces causes-là, parler de féminisme, parler de lutte antiraciste, parler d'écologie, parler d'homosexualité, c'est un moyen de capter l'attention des gens aussi. Et je pense que c'est important. Mais il y a des manières d'en parler qui sont hyper fines, tu vois. Et je pense que... Mais moi, j'en ai tellement parlé, je me suis tellement fait poser des questions sur ça, que maintenant, je me dis, ben... Ouais, si ça devient un non-sujet, tant mieux. Après, s'il y a des gens à qui ça fait du bien et à qui ça ouvre l'esprit de voir une meuf lesbienne dans les médias, bah, je vais continuer à en parler, mais c'est juste que... Il a fallu te consoler de ça aussi? Non, franchement, ça, c'était plus avant de sortir Les Failles. J'étais ultra angoissée. Je me disais, oh là là, mais tout le monde va me parler de ça. Parce que sur mon album, je dis dans ma chanson Grandiose que je veux un enfant et que j'aime les filles, etc. Depuis la première goutte de sang, les bouches qui s'effleurent dans la cour, j'ai dit, moi je veux un enfant avant de connaître l'amour qui déborde de moi, qui dit tu n'es pas comme les autres, des filles prendront ton cœur à toi, bah toi t'auras une vie grandiose. Et c'était beaucoup l'anticipation de la promo des Failles qui a été angoissante. Une fois que j'étais dedans, franchement, on en a tellement parlé et ça a été tellement relou que j'ai atteint un espèce de pic. Et je pense que ça ne pourra plus jamais être comme ça, tu vois. Je pense que c'est... Et puis, même moi, je suis plus au clair dans ma vie, je suis mieux dans ma peau, je suis mieux dans ma sexualité. Enfin, il y a quelque chose où, vraiment, même de base, n'importe qui passe de 20 ans à 25 ans, ces années sont hyper charnières, tu vois. T'as un truc où... Moi, quand je suis venue il y a 2 ans et demi ou 3 ans, ben, c'était une espèce de début d'adulte, tu vois. Tu sors de l'adolescence quand t'as 20 ans, 21 ans, t'es pas à l'aise, tu vois. Genre, et moi, là, à 25 ans, je suis beaucoup plus à l'aise dans mon corps, dans ma vie, je sais ce que je veux et tout, à tous les niveaux. Donc maintenant,
Tu vois, par exemple, si tu me posais une question à laquelle j'aurais pas envie de répondre, je te dirais, j'ai pas envie de répondre à cette question. Au lieu, il y a 3 ans, de répondre à la question et d'être là, et d'essayer de trouver un truc à dire, tu vois. Moi, la différence que je vois entre la Pomme d'il y a 3 ans et celle d'aujourd'hui, c'est que je vois une personne qui était une artiste et maintenant, je vois une patronne. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que tu m'en parles beaucoup, ça te fait kiffer, ça. Moi, je suis content, je suis trop content pour toi. Ça te fait kiffer, l'aspect businesswoman, non, mais je suis content parce la prod. Parce que, je te jure, je vois les années où tu as galéré, en fait. Bah oui. Je les vois trop et je me dis, mais la satisfaction de quand t'as mangé, t'as entendu toutes les remarques les plus reloues de la Terre, et qu'il y a un moment, la seule personne qui peut décider, c'est toi, et que tu parles de patron à patron quand tu parles avec tes maisons de disques, en fait, tu vois le monde d'une autre perspective. Ah, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et je souhaite à tout le monde, d'une manière ou d'une autre, de devenir son propre patron ou sa propre patronne, tu vois. Peu importe ce à quoi les gens aspirent, qu'ils soient dans la musique ou qu'ils soient dans d'autres milieux. Enfin, quand tu as la liberté de faire tes propres choix et à différents niveaux, tu vois. Tout le monde n'est pas patron d'entreprise et tout le monde n'a pas envie d'être patron d'entreprise, mais je pense que l'idée d'être ton propre patron... Mais quand on est artiste, c'est pas pareil, parce qu'un artiste, il joue sa vie sur un projet. Ouais. Et un salarié ne joue pas sa vie. Y a des gens qui ne veulent pas du tout être patron parce qu'ils se disent, voilà, moi je vais faire mon truc et ça me suffit et c'est très bien. Et heureusement qu'il y a des salariés qui aiment leur travail, en fait. Oui. Mais un artiste, pour moi, doit être patron. Ouais. Parce que c'est sa vie qui joue. Donc, il ne peut pas mettre sa vie dans les mains d'autres gens. Après, il y a des artistes qui aiment bien ne pas trop savoir comment ça se passe et qui n'ont pas... Et moi, je comprends à fond parce que moi, depuis que je suis patronne de mon truc et tout, j'adore, c'est incroyable, mais c'est une énorme charge mentale aussi. C'est genre être au courant de tous les budgets, être au courant de comment tout fonctionne, faire des demandes de subventions. Genre, t'as un espèce de truc qui tourne tout le temps dans ta tête qui est là, genre, ouais, ok, mais là, du coup, tu fais ça, t'investis ça, mais si jamais ça marche pas et tout, et puis ça, et puis est-ce que t'es sûr d'avoir choisi le bon truc? Est-ce que ça, t'es sûr que... Et il y a plein de choses qu'en tant qu'artiste, qui n'est pas patron, qui a un contrat d'artiste que j'avais avant, tu y penses pas, c'est pas toi qui gères ça, tu vois. Est-ce que tu es d'accord avec la phrase de Kobalade, qu'est-ce que c'est trop beau la vie d'artiste? Ça me fait penser à qu'est-ce que c'est trop beau la vie d'artiste? J'adore. Inspiré de Zidane un peu. Oui, franchement, c'est incroyable et c'est une chance incroyable d'être artiste quand tu fais ce que tu veux et que tu as de la liberté de faire ce que tu veux. Je pense que, moi, je dirais, qu'est-ce que c'est trop beau, la vie d'artiste qui produit sa musique, tu vois. Genre, la vie d'artiste, quand c'est pas toi qui décides et qu'on te force à faire des trucs, c'est un enfer, juste. Donc, en fait, je pense qu'il y a des nuances à apporter à ça. Je pense qu'il faut déconstruire aussi cette espèce de mythe selon lequel les artistes, ils ont une espèce de vie de bohème. Mais même, tu vois, je parlais l'autre jour avec qui je parlais de ça, je sais plus, du mythe quand t'es un artiste et que tu vas sur une scène et que du coup il y a un espèce de rapport de force qui s'installe même avec le public où les gens forcément ils t'admirent et ils projettent des choses sur toi qui ne sont pas toi. Et j'en parlais parce que Björk, qui est une artiste que j'adore, l'autre jour j'en parlais avec mon ingé son et il me disait, elle, en Islande, à Reykjavik, quand elle sort dans la rue et qu'elle marche dans la rue, personne ne vient lui parler. Et c'est une règle, tout le monde sait que en fait, si elle marche dans la rue avec son fils ou je sais pas quoi, en fait, elle a le droit de marcher dans la rue sans que les gens viennent lui parler et elle est une citoyenne et elle est une humaine, tu vois. Et en fait, j'ai mon ingé son qui me disait que sa pote, elle était allée à Reykjavik et qu'elle l'avait croisée dans la rue et qu'elle n'était pas au courant parce que c'est une règle intra-Islande, tu vois. Et qu'elle était allée la voir et que Björk, elle l'avait défoncée et qu'elle lui avait dit « mais tu dégages », tu vois. Et en fait, il y a ce truc où ça peut être hyper choquant. Genre, les gens, ils pourraient se dire « bah ouais, mais c'est grâce à cette fille-là que Björk, elle a une carrière et tout ». Mais en même temps... Après, c'est dur de se faire mettre à l'amende par Björk. Hein. C'est dur. C'est dur, mais il y a ce truc aussi où Björk, elle fait ses concerts, et quand elle fait ses concerts, elle performe, elle fait son travail, elle fait des albums, mais quand qu'elle est avec son fils dans la rue, en fait, elle est une citoyenne et elle est une habitante de Reykjavik, tu vois. Comme moi, je suis une habitante de Paris, comme Angèle, c'est une habitante de Bruxelles. Et en fait, je pense que c'est dur, ça, pour plein de gens de capter et que c'est dur de trouver le bon équilibre en respectant les gens qui t'aiment. Je sais que, tu vois, il y a plein de gens qui trouvent ça super choquant que les artistes, ils refusent de faire des photos dans la rue, que les artistes, Et moi, j'arrive pas à dire non à ça. Moi, je dis tout le temps oui. Je dis tout le temps oui, oui. Même quand parfois, c'est pas le moment pour moi de faire une photo, mais je dis tout le temps oui. Je dis, bah ouais, bien sûr. Même quand t'es au téléphone?
Quand je suis au téléphone, les gens, ils osent pas trop venir me voir. Mais des fois, je suis dans la rue avec des amis et en fait, les gens, ils me demandent des photos et je dis oui, je n'ai jamais dit non. Une fois, j'ai dit non la semaine dernière à une dame, il était 22h30 et j'étais dans un bar et j'avais bu un cocktail et ça n'arrive jamais. Et donc, j'étais un peu pompette et j'étais là genre, ah non, madame. Et je lui ai dit, et en fait, la manière dont je lui ai dit, elle a trop capté. Je lui ai dit, en fait, là, j'ai dédicacé des albums toute la journée avec Pauline et je suis avec mes amis et en fait, c'est la sortie d'album de mon ami. Et vraiment, si je faisais une photo avec toi, bah, en fait, ce serait fake parce que j'ai pas envie, tu vois. Et elle m'a dit, mais je comprends à fond. Franchement, merci beaucoup, machin. Et je pense qu'il y a des manières de le dire mais ça aide à justement ramener les gens. Tu vois, je te parle de parler d'égal à égal. Bah, ramener les gens à un truc où tu leur parles. Bah, j'ai rien de plus que toi, en fait. Ouais, en fait, tu leur parles et ils te parlent et tu es la même espèce, quoi, tu vois. Et je crois que ça, c'est important pour moi. Avant de se quitter, tu vas nous faire un live ici. Oui. Mais j'ai une dernière question. Ouais. Question people? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ne croyaient pas que tu étais capable de le faire? Yes, we can. Non, je regarde, c'est vrai. Non, qu'est-ce que je dirais à ces gens-là? Je dirais... nique ta mère. Non, je regarde, c'est pas vrai, j'ai aucune phrase. Merci, Pomme. Franchement, ouais, c'est tout. C'est tout. Merci je vais beaucoup. chanter. J'ai hyper faim, je vais chanter Le ventre vide. Plus beau, et tu voudrais savoir si j'ai des marques dans le dos, dans le dos, dans le dos, dans le dos. Je t'aime après la guerre. Si c'est trop, si c'est trop, je t'aime après l'enfer. T'asseoir là sur le rebord de mon lit, ou sur mon dos, sur mon dos, sur mon dos. Je t'aime après la guerre. Si c'est trop, si c'est trop, je t'aime après l'enfer. Pourrait me voir comme un rempart, comme un abri. J'aurais voulu le soir confier tes peines à la nuit, ou les porter sur mon